Des reportages au milieu de cette mi-temps parce qu'on va être à l'heure pour les coups d'envoi bien sûr. On retourne du côté de Christophe Josse par l'intermédiaire d'un reportage. Il a mené l'enquête aujourd'hui, Christophe, auprès des Camerounais et auprès des supporters pour savoir qui était le roi lion. Regardez s'il a eu de bonnes réponses. Le roi lion? J'ai oublié, hein. Le roi de la forêt. Le roi lion, bien sûr que je le connais. Le roi lion, le roi lion. Le roi tout court, c'est Roger Mila. Vous connaissez, hein? Ce serait le roi lion, le lion camerounais. Ah ben, le roi lion, je crois que c'est le roi. C'est un grand monsieur, c'est les lions indomptables. Le roi ne peut pas être le roi. Le roi, c'est le roi. Comment? Enfin, je ne comprends pas votre question. Hein. Nous savons que au Cameroun, on a eu un vrai lion qui était Roger Mila. Et son successeur, c'est Son Bahana. Je le dis fort et à haute voix. C'est ça. Le roi lion, je pense à Claude Leroy. Ah, Claude Leroy. Ah, Claude Leroy. Ah, oui, je comprends maintenant. Claude Leroy. Le lion parmi les rois. Claude Leroy est vraiment le roi, c'est ça. C'est ça, il est le roi. Il est le roi. Je peux l'affirmer fort. Tout le monde est roi en Afrique, alors quand on fait venir un entraîneur européen, c'est pour organiser un peu le petit désordre qu'il y a en Afrique. La reine des lions, oui, c'est moi. Le roi lion, c'est la reine lionne, c'est l'équipe du Cameroun. Je suis les deux, la reine des... Ah, ne me faites pas rire, je dis la vérité. Je suis les deux, la reine et le roi. Ça fait beaucoup de rois, tout ça. Oh, tout ça. Bon, enfin... On est déjà à 3, là. À 3? Ça fait presque un royaume. Voilà, sachez, chers amis qui aimez le cinéma, ce soir le film est à 23h30, ce sera La Divine Poursuite. C'est un titre qui s'appliquerait, pourquoi pas, à toutes ces équipes qui courent après la qualification. Pour l'instant, on regarde dans les heures qui viennent ce que vous avez comme programme sur Canal. Vivez la Coupe du Monde avec Vivendi. Tout de suite des nouvelles de notre équipe de France. On va retrouver Vincent Alix qui a changé de château, mais pas d'équipe, toujours auprès des Français. Vincent, bonjour. Est-ce qu'on peut peut-être avoir déjà des infos sur la composition de l'équipe demain pour le Danemark, contre le Danemark ? On va en parler dans quelques secondes. On va laisser planer encore le suspense, Philippe. Simplement pour vous dire qu'on est revenu quelques années en arrière ici. On est de retour à l'école maternelle du groupe scolaire Mathieu Dumoulin qui a accueilli ce matin le traditionnel point presse de veille de match. On va voir les images tout de suite. Il y avait Aimé Jacquet évidemment, accompagné de 3 joueurs. Vincent Candela. Il y avait aussi Christian Carambeu et Franck Leboeuf. Donc beaucoup d'animation ici dans cette petite maternelle. Les joueurs étaient rassemblés dans les classes. Et les enfants d'ailleurs de la maternelle avaient élu domicile dans l'école primaire toute proche pour qu'on puisse organiser cette conférence de presse. Ensuite tout le monde dans les voitures pour rejoindre le groupe, le château de Pizé, planté dans le vignoble du Beaujolais, à quelques kilomètres d'ici, 3 kilomètres précisément, là où jusqu'à présent séjournait l'équipe américaine. Alors en ce moment, eh bien, l'équipe de France est en train de s'entraîner à Gerland, à huis clos, et ensuite Aimé Jacquet, par communiqué, va donner la composition de l'équipe qui va affronter le Danemark demain après-midi. On va essayer d'anticiper, on va faire une petite projection. La tendance, eh bien, elle serait la suivante. A priori, Fabien Barthez va laisser
laisser sa place à Bernard Lama, qui ce matin est venu s'entraîner ici, tout près d'ailleurs, sur le terrain qui jouxte l'école, le terrain qui va accueillir le décrassage jeudi matin. Donc Bernard Lama dans les buts. La défense, c'est la suivante. Carambeu, il y a Leboeuf en défense centrale associé à Desailly. Ce sera la défense centrale donc de Chelsea, et Vincent Candela à la place de Lizarazu. Le milieu de terrain, c'est le milieu de terrain défensif d'Arsenal, Petit et Vieira. Djorkaeff pour animer le jeu avec Robert Pires, et devant ce serait Bernard Diomède associé à David Trezeguet. En principe, on n'est pas loin de la vérité. On en saura plus dans une heure, Philippe. Non, mais vous êtes carrément dans la vérité. En tout cas, nos confrères de l'AFP viennent de publier il y a 10 secondes exactement la même composition. On savait bien qu'on pouvait faire confiance. On a tout juste. Allez, dans la soirée, on se rappelle tout à l'heure à la mi-temps des prochains matchs, comme ça on fera un nouveau point et les premières réactions à cette nouvelle composition d'équipe. Demain pour France-Danemark du côté de Gerland. On retourne pour l'instant sur nos 2 matchs. On repasse une première fois par le Stade de France. On va d'abord voir les Italiens contre les Autrichiens. Oui, je reconnais les banderoles. Oui, Philippe, les Italiens contre les Autrichiens. Petite indiscrétion, j'entendais Roland Courbis tout à l'heure pendant la mi-temps qui disait, fort justement d'ailleurs, si les Autrichiens marquent à la 89e minute comme ils en ont l'habitude, l'Italie sera en deuil. Est-ce que vous croyez que c'est possible, Pascal Olmeta, ça? Tout à fait possible, parce que l'action la plus dangereuse, c'est ce petit loupé, si on peut dire loupé, à 2 ou 3 mètres devant le but. Et je crois que, de toute façon, maintenant, les Autrichiens n'ont plus rien à perdre. Et dans le premier quart d'heure, il va y avoir un but. Et je crois que ça sera le deuil pour les Italiens. Vincent? Oui, c'est Philippe. Juste 10 secondes, c'est pour vous donner une info supplémentaire. C'est Barthez qui va jouer. C'est Fabien Barthez demain du côté de Lyon, alors qu'on parlait à l'instant de Bernard Lama. Confirmation, c'est bien Fabien Barthez qui jouera demain contre les Danois. À vous. Merci beaucoup. Oui, première réaction de Pascal Olmeta. Vous êtes un fan de Barthez. Tout à fait. Je crois qu'il ne faut pas mettre la pression sur les gardiens de but. Laissez-les se préparer tranquillement. Je crois que sans parler méchamment ou à prendre parti ou quoi que ce soit, nous avons le numéro de finale samedi 27. L'Italie à Marseille à 16h30 avec un point d'interrogation. Ça, on saura que ce soir. La première information officielle, Paris 21h, eh bien c'est le Brésil face au Chili, donc en 8e de finale. On va passer maintenant, pendant les 20 minutes qu'il nous reste ensemble, à un peu de prospective et à la présentation des matchs de ce soir. Juste un mot, si vous avez loupé tout à l'heure à la mi-temps la composition de l'équipe de France, je vous le rappelle, pour demain contre le Danemark, ça sera Barthez, Carambeu, Leboeuf, Desailly capitaine, Vincent Candela, ensuite Vieira, Petit, Pires, Djorkaeff, puis Diomède et Trezeguet. 24 heures à l'avance, Aimé Jacquet a donc annoncé son choix. On va aller s'intéresser maintenant au match de ce soir. Écosse-Maroc d'abord. Une victoire pourrait être synonyme pour l'une de ces 2 équipes de qualification. C'est la question que l'on pose tout de suite, je crois, à Éric Bénard, qu'on va retrouver tout de suite. Oui, c'est ça, Philippe. En fait, les choses sont simples ici à Saint-Etienne. C'est-à-dire que, bon, d'abord, il y a Henri Michel, le sélectionneur du Maroc, et Craig Brown, le sélectionneur écossais, qui prient pour que la Norvège ne l'emporte pas face au Brésil, parce que ça, c'est pas fait quand même, auquel cas la Norvège serait qualifiée dans tous les cas de figure. Sinon, effectivement, ce serait le vainqueur de ce match Écosse-Maroc qui jouerait les 8e de finale, sauf en cas de match nul. Mais alors là, il faudrait se plonger dans les chiffres, voir le goal average. On verra ça plus tard. A priori, on peut penser, Jean-Luc, de toute façon, que la Norvège ne gagnera pas. Enfin, on ne sait pas, mais a priori, ne gagnera pas contre le Brésil. Et donc, il va falloir gagner, il va falloir attaquer ce soir pour les 2 équipes. Exact, ce sera assurément un match très offensif, une grosse empoignade physique où les vertus morales et mentales seront aussi prépondérantes. Alors évidemment, la Norvège appuiera bien sûr ses 2 bonnes prestations contre le Brésil et contre le Maroc, l'Écosse, pardon, qui lui avait donné une grande confiance et sur une excellente condition physique. De son côté, lui, le Maroc développera un jeu rapide, vif, technique qui fut si performant contre la Norvège. Ouais, vous savez que c'est un match historique pour l'Écosse ce soir, Philippe, parce que en cette participation à une phase finale de la Coupe du Monde, on l'a déjà dit depuis le début de la phase finale, les Écossais ne se sont jamais qualifiés pour le 2e tour. Alors il y a Craig Brown, l'entraîneur écossais, qui dit, en parlant de ces garçons, en parlant de ces joueurs, c'est le match de leur vie. Pour le Maroc, c'est pas tout à fait la même chose. Historique pour l'Écosse, c'est vrai. Pour le Maroc, non, parce que rappelez-vous, en 86, ce fut la première équipe africaine à atteindre le stade des 8e de finale d'une Coupe du Monde. Et ils ont très envie de renouveler l'exploit. Et surtout, quelle belle récompense ce serait pour Henri Michel, le français, l'entraîneur français, le sélectionneur français, qui a été si décrié avant le mondial. Il y a Henri Michel, et puis il y a une petite chose qu'on ne sait pas toujours forcément, ce sera une belle récompense également pour Michel Hidalgo, qui sera dans les loges ce soir, et qui est conseiller de la Fédération royale marocaine. Voilà. Merci. Philippe, c'était à 21h, comme Brésil-Norvège. D'accord, à tout à l'heure. Vous parliez à l'instant d'Henri Michel, l'entraîneur du Maroc. Et bien lui, il a déjà vécu 4 Coupes du Monde comme joueur, mais surtout comme sélectionneur. On va
va revivre ce parcours mondialiste avec des témoignages recueillis pour nous par Philippe Jeunin. Disons que c'était un peu particulier pour moi cette Coupe du Monde en Argentine parce que j'étais en fin de carrière, que je n'avais pas disputé les matchs éliminatoires et que je me suis retrouvé dans la liste des 22. Si j'avais une image à garder, c'est bien évidemment aussi l'histoire des maillots qui a fait rire la terre entière. Et puis d'autres images qui ont plus trait au jeu lui-même et au but que nous avons encaissé. Mais en 86, c'est un grand moment dans ma vie, je dirais, à la tête de cette équipe qui était constituée depuis pas mal de temps, puisque l'Ossature avait été champion d'Europe. En 86, on est arrivé au Mexique en tant que favori. On a fait ensuite un grand match contre l'Italie, on n'en parle pas souvent, un match qu'on a maîtrisé de bout en bout et c'était jamais arrivé aux Français de battre d'abord les Italiens en compétition. Ça a été suivi de cette rencontre contre le Brésil qui reste un petit peu dans les annales, pas seulement de par la victoire, je pense surtout à la qualité du jeu qu'il y a eu ce jour-là de la part des deux équipes. Ça allait d'un but à l'autre, avec beaucoup d'occasions, avec du suspense, des retournements de situation, des pénaltys ratés. Je crois que ça reste un grand moment pour tout le monde, cette rencontre-là. Je pense qu'aujourd'hui, Claude Leroy va avoir moins de soucis que ce qu'on a pu rencontrer nous aux États-Unis. Je crois que les joueurs camerounais sont habitués depuis des années à être confrontés à ces problèmes-là et qui ont souvent trait au problème d'argent. On ne sait jamais très bien où l'argent atterrit, il est souvent détourné, donc ça pose beaucoup de problèmes. Après, on peut multiplier les autres problèmes avec les influences d'hommes politiques sur la composition de l'équipe, sur l'influence des sorciers, même si c'est jamais collectivement des sorciers sur les joueurs. Et tout ça fait qu'on vit dans une ambiance extrême, dans une tension et une pression terrible et que c'est très difficile à supporter. Bon, je pense que c'est une autre Coupe du Monde, de par le fait déjà qu'elle se passe en France, un pays dont je suis originaire. Celle-là va se disputer avec une équipe que j'ai formée moi-même depuis le début, qui s'est qualifiée pour cette Coupe du Monde, qui s'est qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, ce que j'aimerais, ce que je souhaite et j'espère, c'est que cette équipe du Maroc en France puisse montrer qu'elle a des possibilités, du talent, et pour ça, il va falloir qu'on se qualifie pour les huitièmes de finale. Je pense que le public français a une bonne image de moi en tant que joueur, ma carrière de joueur. Je pense que celle de sélectionneur, elle est mitigée, mais je ne pense pas qu'elle soit très objective. Je pense que j'ai apporté ma pierre à l'édifice dans les résultats qu'on a obtenus à un certain moment. Je n'y ai pas toujours été bien associé. Inversement, je pense que je porte tous les maux de la terre dans les moments où ça allait moins bien. Et là aussi, je pense que ce n'est pas tout à fait objectif. Je pense qu'il y a un peu de démesure dans ces jugements-là. Vivez la Coupe du Monde avec Vivendi. Voilà, on va ouvrir donc notre dernier dossier de la journée, c'est Brésil-Norvège. Avant d'aller en direct du côté de Marseille, je voudrais vous rappeler qu'avant le tournoi de France l'année dernière, le Brésil avait été sérieusement accroché par ces Norvégiens. Un Brésil fébrile, notamment méconnaissable en défense. Il y avait eu 6 buts dans ce match. Soirée de répétition pour le Brésil ce 29 mai 97 sous le soleil de l'Uleval Stadium d'Oslo, à une semaine du tournoi de France et 15 jours de la Copa América. Un test révélateur pour une formation brésilienne invaincue depuis 33 rencontres, une invincibilité écornée dès la 9e minute. Étrangement seul en plein cœur de la défense, Peter Rudy, aujourd'hui absent des 22 Norvégiens, ouvre la marque. Premier coup de tonnerre pour une équipe du Brésil totalement à côté de son sujet. Nouvelle preuve peu après le quart d'heure de jeu.
Mikland profite des errements de la paire Célio Silva-Marcio Santos dans l'axe pour servir le duo Leonardsen-Flo et l'actuel attaquant de Chelsea crucifie Tafarel de près 2-0. Le ciel des or et verts s'assombrit sérieusement, d'autant que ses étoiles tardent à briller. Romario annonce tout de même l'éclaircie 3 minutes plus tard. Service pour le pied gauche de Djalminha, lui aussi privé de Coupe du Monde. 2-1 après seulement 20 minutes. Le Brésil revient au score mais pas dans le jeu. Plus toniques, agressifs et inspirés, les Scandinaves maîtrisent la partie et confirment leur statut de valeur montante sur le plan international. D'autant que derrière, côté brésilien, l'opération portes ouvertes se poursuit. Et de la vague norvégienne émerge Flo pour le 3-1 et son deuxième but de la soirée. De quoi inquiéter Zagallo qui voit la première défaite de son ère se profiler à l'horizon. Un horizon qui semble se dégager à 20 minutes de la fin. Romario échappe enfin à Berg et offre un rayon de soleil au Brésil. 3-2. L'illusion d'un retour des champions du monde ne tiendra pas 10 minutes. Au milieu d'une formation attentiste et désorganisée, dans leur style le plus pur, les Norvégiens par Ostenstad mettent un terme au suspense. 4-2 à un an de la Coupe du Monde, plus que la fin d'une belle série. C'est le visage de la Seleção qui inquiète. Oui, mais vous savez que ça va beaucoup mieux pour ces Brésiliens. Il ne peut plus rien leur arriver ce soir à Marseille. En revanche, il y a encore une toute petite flamme pour les Norvégiens. On retrouve tout de suite au Stade Vélodrome Thierry Gilardi sous le soleil. Est-ce qu'on peut résumer un peu le début du match comme ça, Thierry? Bonsoir. Salut Philippe, oui effectivement on peut dire ça comme ça. Moi je partage pas tout à fait l'optimisme d'Eric qui disait que tout à l'heure que la Norvège ne pouvait pas rivaliser avec le Brésil. On vient de voir sur ces images qu'il y a toujours une chance en football. Et puis pour le moment, bien la Norvège occupe bien la deuxième place de ce groupe A. À l'heure actuelle, c'est bien la Norvège qui est qualifiée pour les prochains huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Mais on va avoir une opposition assez remarquable aujourd'hui. Le Brésil, vous le savez, c'est l'équipe qui fait rêver dans le monde entier. C'est peut-être l'équipe la plus mythique. Et puis de l'autre côté, on va avoir une équipe de Norvège dont on dit qu'elle est souvent la plus ennuyeuse du monde. Vous imaginez le contraste. En tout cas, écoutez ce que disait Zico, le co-entraîneur de cette équipe du Brésil. C'était il y a 2 mois quand Cyril Linette l'a rencontré. Il parle de cette équipe de Norvège. Eu acho que a Noruega é uma seleção que eu gostaria, inclusive, de pegar como primeira da Copa e não como terceira. Na abertura do Mundial, eu preferiria que fosse Brasil e Inglaterra. E Noruega. É uma seleção muito forte na marcação, né? Talvez uma das mais fortes da Europa em termos de marcação. Mas não sei como esses jogadores da Noruega vão se comportar numa Copa do Mundo. Na Copa do Mundo de 94 dos Estados Unidos eles não foram bem. Nas eliminatórias eles se apresentaram bem. E vamos ver como é que é o comportamento deles numa Copa do Mundo, né? Mais uma vez. Porque amistoso você joga sem responsabilidade, está dentro de casa, é uma coisa. Agora na Copa do Mundo é outra. E eu acho que é um jogo tão difícil quanto vai ser o da Escócia. Pour répondre à Zico, pour le moment, la Norvège a fait 2 matchs nuls dans cette Coupe du Monde, 2-2 contre le Maroc et 1 but partout contre l'Écosse. L'attraction ce soir dans cette équipe du Brésil sera sans doute, on n'en a pas encore la confirmation officielle, l'entrée en piste de Denilson, qui sera titulaire dans cette Coupe du Monde. Et puis un petit mot de l'ambiance, si vous le voulez bien Philippe, ici, du coup... sont rencontrés pour un match. On va regarder les images que va envoyer Laurent Daume. Les anciens se sont rencontrés hier à Istres dans un match tout à fait amical entre l'OM Stars Cup dont s'occupe Jean-Philippe Durand, tous ceux qui ont porté une fois le maillot de l'OM, et de l'autre côté les anciens grands brésiliens venus nombreux, ils sont souvent consultants à la télévision brésilienne. Match qui a été remporté par les anciens de l'OM 4-1, dont 2 buts de Marcel Dib. Et puis le but brésilien, il a été inscrit par ce monsieur de dos. Oh, vous le reconnaissez peut-être pas, hein? C'est Socrates, l'ancien capitaine de la Seleção. J'appelais monsieur Socrates. J'appelle Socrates. Avec monsieur Paulo César. Mas ainda não tem uma equipe muito forte. Il n'y a pas une équipe forte. Nós dependemos muito de aspectos individuais. Ça dépend beaucoup de l'aspect individuel do joueur. Mas de qualquer forma, eu acredito que... Mas de toute façon, junto com a Argentina, França e Alemanha, ensemble avec Argentina, France et l'Allemagne, devem ser os demi-finalistas. Demi-finalistas da Coupe du Monde, pas celui. Je pense que si Amir Jacqui ne fait pas de bêtises,
l'équipe de France, ils ont une grande possibilité d'arriver en finale et même gagner la Coupe du Monde aussi. C'est mon opinion. J'espère que la finale, ça va être entre Brésil et France. Que la France gagne. Vous l'avez reconnu, lui, sur les images de Tafari Vidali à côté de Socrates. C'est Paolo César, ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Voilà, Philippe, on vous attend ici au stade Vélodrome un petit peu avant 21h pour la 3e sortie officielle des champions du monde en titre. Et le mot d'ordre du côté de Zagallo, on ne brade rien, on veut gagner. À tout à l'heure, merci. Pelouse verte et grand ciel bleu, on le voit à l'instant avec Thierry dans le ciel de Marseille. Justement, ce match qui va passionner le mondial ce soir, on va y revenir tout de suite avec Nathalie Yanetta pour la revue de presse. Nathalie, bonsoir. Bonsoir Philippe. Oui, effectivement, on va s'intéresser au dernier match du groupe A. Alors le Brésil, Thierry l'a dit, est d'ores et déjà qualifié. C'est pas pour ça que la vie ne va pas s'arrêter à Rio et un petit peu partout dans le pays. Regardez ce que raconte un certain Domingo sur le net de l'Humanité. Eh bien, 1 heure avant, 1 heure après le match, personne ne travaille plus, sauf les politiciens qui en profitent, figurez-vous, pour faire passer des lois impopulaires. C'est pas mal vu. En tout cas, Thierry le disait, même qualifié, pas question pour le Brésil eh bien, de ne pas livrer bataille. Ils n'ont pas l'intention de faire de la figuration. Et il s'agit, on l'a revu tout à l'heure avec Dominique Armand, de se venger sur toute cette défaite du 29 mai 97 à Oslo, où les Norvégiens l'avaient emporté 4-2. On l'a vu. Côté norvégien, on ne sait pas trop s'ils sont optimistes ou pessimistes. C'est vrai qu'ils ont fait un début de tournoi un petit peu en demi-teinte. Du coup, ces quelques faux pas font dire à l'entraîneur Olsen eh bien, que son équipe a 20% de chance de passer. Et alors ça, c'est dans l'Humanité. Puis dans l'équipe, on ne sait pas bien pourquoi. Cette fois-ci, l'équipe, regardez, pour Olsen, elle a 50% de chance de passer. C'était le cas avant la Coupe du Monde. Il les conserve encore ce soir. Alors le mieux, c'est d'attendre le match de tout à l'heure pour connaître la réponse, Philippe. Alors du côté de Saint-Etienne, on l'a dit, Écosse-Maroc. Oui. Là, la tendance, c'est vers quel côté? Pour tout vous dire, les Marocains, eux, ils n'ont vraiment pas démérité depuis le début de ce tournoi. Alors ils ont vraiment envie d'aller jusqu'au bout et de créer et de réaliser un exploit. Le tout pour un pays qui est entièrement dédié au football. Il y a un reporter du Figaro qui est allé se promener dans les quartiers populaires de Rabat. Et là, on se rend compte que chaque surface est faite pour le football et que chaque gosse rêve surtout eh bien, de devenir un lion de l'Atlas comme ce petit Laxal qui a eu la chance d'être recruté par le Centre national du football marocain. Pour les Écossais, on l'a dit également, il s'agit d'en finir avec cette malédiction du premier tour et de passer enfin au moins une fois en 8e de finale. Et pour l'entraîneur, eh bien, le mieux, c'est de neutraliser définitivement ces Marocains qu'ils considèrent comme des artistes et de marquer le plus vite possible. Ouais, vous l'avez compris, hein, des rencontres très sérieuses, des matchs décisifs, il n'y a pas d'autres petites choses quand même, des échos plus légers. Dans la presse, on a trouvé. Alors dans la série, cette fois-ci, lui aussi, il aime le foot. Aujourd'hui, nous avons notre confrère d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, qui confie aux Parisiens eh bien, qu'il a une grande passion pour l'OM et que, figurez-vous, sa femme trouve les joueurs de foot beaucoup plus beaux que les Chippendales. On est quand même un peu rassurés pour nos footeux. J'ai vu également qu'en Allemagne, eh bien, la Coupe du Monde inspirait également les hommes politiques. Regardez cette affiche pour le SPD qui entre en campagne contre le CDU. Sur le petit panneau qui, en général, dit aux joueurs qui doit sortir, eh bien, il y a le nom d'Helmut Kohl. On demande simplement au chancelier de quitter le terrain pour céder la place à son concurrent, qui est Gerhard Schröder. Enfin, on l'a vu avec Vincent Alix tout à l'heure. Vous savez que nos petits bleus sont arrivés dans le château de Pizé, dans le Beaujolais. Eh bien, ça doit être au grand soulagement des gérants de l'établissement. Ils remplacent l'équipe des États-Unis, les bleus, et ça doit donc soulager ce gérant de l'établissement, et notamment le pauvre garçon qui était préposé aux glaces, parce que figurez-vous que les Américains, paraît-il, se sont goinfrés de crème glacée et de sucreries en tout genre. Alors les bleus, soyez sympas, évitez les chocolats glacés. Voilà, bonne soirée à tous et à demain. Ok, bonne soirée Nathalie, on se retrouve demain, peut-être aussi en fin d'après-midi, c'est un nouveau rendez-vous. On décale le rendez-vous et elle a le temps de nous lire encore un peu plus les journaux, Nathalie. À demain. Et un favori pour les Italiens en fait, c'est bon là? Oui, je suis rassurée. Bon. Ça y est, ils passent, ils sont premiers du groupe. Une petite goutte et une sueur de sang-froid pour Nathalie. Allez, on enchaîne parce qu'on voudrait rendre l'antenne dans une trentaine de secondes. Je voudrais simplement vous redonner le programme de la soirée. C'est donc en duplex à 21h en même temps, 2 coups d'envoi, Brésil-Norvège et Écosse-Maroc. On va se quitter sur quelques belles images vécues déjà en ce milieu d'après-midi. Et puis à tout à l'heure, 20h15, n'oubliez pas, il y a le journal de François Pécheux. gis ma di reer nga foog ni yow xamuma
ak sigin bëgguma ku ma xool dal di ne yow li nekk si yow moo ne si man li ne si man mooy di leen jàppale. We should be using. I'm the ones who practice wicked charms for the sword and the stone. Back to the bone. Battle's not over, even when it's won. And when a child is born into this world, it has no concept of the tone the skin is living in. It's not a second, we're 7 seconds away. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away. Or just as long as I stay.